On a fait le react aux réactions à la commission d'enquête de Jean-Luc Mélenchon sur les rapports entre l'islamisme et les partis politiques. On a vu que les droitards étaient en PLS, mais on avait envie de faire une capsule spécifique sur ce que raconte Mélenchon pendant la commission d'enquête, notamment sur la matrice idéologique de la France insoumise. Parce que ça, c'est quelque chose de très intéressant. Nous, on parle souvent sur cette chaîne de politique, de philosophie, de tout ça. Et là, il rentre vraiment dans le détail sur ce qu'est la France insoumise selon lui. Et donc, on va dire les grandes lignes générales, les grands principes généraux qui lui permettent de penser le monde et de développer un programme politique et tout ça. Et on voulait vous en parler parce que il nous semble que c'est central à comprendre pour pouvoir mieux interpréter ce qu'est ce mouvement et mieux militer, que vous soyez dans ce mouvement ou que vous soyez à gauche de ce mouvement. Mais voilà, comprendre un peu ce qu'est ce mouvement qui fait 22% à l'élection présidentielle et qui sera sûrement au pouvoir en 2027 si la prophétie se passe bien et que vous participez à militer pour la prophétie, parce qu'on rappelle que c'est le militantisme qui permet à la prophétie de se réaliser. Bref, Chris, comment ça va ? Est-ce que tu es prêt à parler de doctrine aujourd'hui ? Moi, toujours. Et puis, en fait, tu fais bien de le dire, nous, on parle de politique, de philosophie, on imbrique les deux, on digresse, etc. Je pense que les gens qui regardent La Paix du Team, c'est ce que vous aimez, et je pense que c'est aussi pour ça que vous aimez Mélenchon. Parce que c'est des gens qui savent imbriquer les deux, qui sont pas séparés, qui disent « Ah, la philosophie, c'est pas mon truc. Ah, l'économie, c'est pas mon truc. » Non, vous savez qu'on vous montre une vision du monde général qui va chercher un peu d'histoire, qui va chercher un peu d'économie. On a fait dans la première capsule la mise en PLS des journalistes de plateau télé. C'est qu'ils savent pas faire ça. D'habitude, ils ont un expert machin, un expert machin, C'est comme ça qu'a fait le système scolaire. Hein. C'est des gens qui sont formés à faire une dissertation d'histoire, et c'est de l'histoire, hein, c'est pas de la sociologie. Une dissertation de sociologie, mais là, c'est pas de l'histoire et tout. Une dissertation de philosophie, mais là, c'est pas de la sociologie. Enfin, vraiment, le marxisme a balayé tout ça. Hein. L'œuvre de Marx, c'est de balayer ces différenciations entre les différentes sciences humaines pour montrer qu'il y a une continuité et qu'en fait, il y a une totalité. D'ailleurs, c'est vraiment une notion capitale, sans mauvais jeu de mots, dans le marxisme, la notion de totalité. Comprendre que on ne peut rien interpréter en prenant que les parties sans référer au lien avec les autres parties et en dernier lieu à l'interconnexion, la consubstantialité, à la totalité. Quoi. Bref, du coup, on va se lancer sur la réponse de Mélenchon, assez contradicteur, et à ce qu'il nous explique du coup sur la matrice idéologique de la France insoumise. Je voudrais que vous compreniez pourquoi ça paraît difficilement possible que cela ait lieu avec des insoumis. Il faut comprendre la matrice intellectuelle du mouvement insoumis. Sa matrice essentielle, c'est l'humanisme, qui dit que l'être humain est l'auteur de son histoire. Déjà, on peut s'arrêter là. Ça, c'est quelque chose d'important, on en parle souvent, et ça, c'est vraiment un point commun avec le marxisme. L'être humain est moteur de son histoire. On vous le dit souvent, le marxisme, c'est une pensée de l'action de l'homme dans l'histoire. L'action qui rend différents futurs possibles. Ça s'oppose un peu au déterminisme, qui vont nous expliquer que l'homme est agi. On va sortir une capsule où on l'aura peut-être sorti sur Bégodeau. Les déterministes comme Bégodeau, et même comme Frédéric Lordon, pensent que l'homme n'a pas d'action propre qui pourrait changer le futur, étant donné que l'homme agirait de manière totalement déterminée et donc serait agi en réalité par l'histoire, mais même par l'histoire antérieure à l'humanité, depuis le Big Bang, on va dire, par des relations de cause-effet comme ça, et ne serait presque qu'un rouage, une sorte de mécanisme qui ne permettrait pas de changer les choses. Mélenchon, lui, il est plutôt d'accord avec nous, plutôt d'accord avec le marxisme, il dit « l'homme agit pour faire l'histoire et donc pour transformer l'histoire ». C'est une phrase presque marxiste. Hein. Ah ben bien sûr, il y a cette phrase qui dit tout de Marx. L'histoire ne fait rien, c'est l'homme réel et vivant qui fait tout. C'est une phrase de Marx. L'histoire ne fait rien, c'est l'homme réel et vivant qui fait tout. Ça, c'est exactement ce que vient de dire Mélenchon, qui est la matrice intellectuelle de tout les révolutionnaires depuis 5 ou 600 ans. Les gens qui viennent penser le déterminisme comme serait quelque chose de révolutionnaire, etc., je suis désolé, mais non, en fait, l'histoire même du déterminisme, c'est l'inverse de ça. Tous les révolutionnaires ont pensé ce rapport à l'humanisme, à la liberté, et que Marx vient reprendre et que Mélenchon traduit ici. Pourquoi il la cite ? On va le voir aussi dans le suite de ses développements, parce que cette nécessité, cette matrice intellectuelle fondamentale révolutionnaire, c'est de considérer que cette action est première, ce sujet acteur est premier, et les nécessités, les conditions, les déterminations ne sont que des faits à transformer, transformables. Ce ne sont jamais des absolus, ce ne sont jamais des limites totales, ce sont toujours des choses sur lesquelles on peut agir et qu'on peut repousser. Et ça, c'est fondamental parce que si vous n'avez pas cette matrice intellectuelle, vous ne pouvez pas être dans la transformation sociale, vous ne pouvez pas être dans le combat, et vous êtes simplement ce qu'on appelle
assujettis. Voilà, vous êtes assujettis. Et la matrice des révolutionnaires depuis le 14e, 15e siècle, mais voilà, l'humanisme, ensuite le rationalisme, ensuite l'idéalisme, ensuite le matérialisme dialectique, etc., c'est de montrer justement que nous ne sommes pas assujettis, que nous sommes les seuls et uniques sujets de l'histoire. Et Mélenchon va l'exposer brillamment. Ce plan, il a une interconnexion facile avec la pensée de ceux qui croient. Pourquoi ? Là, j'adore. Vraiment, ce passage était un banger à mes oreilles. Tu vois. Parce que là, il dit donc les gens agissent, je vais vous le remettre, et ça a une interconnexion facile avec ceux qui croient. Et là, on se dit, c'est bizarre. Il nous dit que l'humanisme a une continuité avec les croyances religieuses, alors que il vient dans une commission où le but c'est de dire voilà l'obscurantisme, je sais pas trop quoi, et il va montrer ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a une continuité dans l'histoire, qu'à un moment donné les religions ont été en quelque sorte progressistes, et puis après elles ont été battues en brèche par d'autres pensées, développées notamment par la bourgeoisie puis par le mouvement ouvrier, mais il montre un peu une ambivalence dans la pensée religieuse. Il n'y a pas juste une opposition en mode la religion c'est toujours réactionnaire et puis le progressisme c'est toujours du progrès ou je sais pas trop quoi. Lui il va montrer un peu la continuité qu'il y a entre les deux et pourquoi est-ce que le progressisme est né en fait de débats religieux et du dépassement des débats religieux. Je vous remets ça. C'est l'humanisme qui dit que l'être humain est l'auteur de son histoire. Sur ce plan, il a une interconnexion facile avec la pensée de ceux qui croient. Pourquoi ? Parce que les religions qui attribuent un libre arbitre à l'être humain disent que c'est par sa décision qu'il fait le bien ou le mal. Dans l'islam, on dit que c'est pas Dieu qui a fabriqué le mal, c'est les êtres humains qui font le mal. On dit quelque chose de similaire dans le christianisme, quoique on identifie la personne du diable comme un acteur de cette aventure spirituelle. Ça, c'est intéressant, confère à nos débats avec Bégodeau. Ce que montre là Mélenchon, c'est que ce sujet même du libre arbitre et du fait que l'homme est lui-même acteur de son propre salut a été l'objet de controverses fondamentales déjà dans l'Église. On a parlé de Pascal sur la capsule de Bégodeau. Historiquement, la doctrine de l'Église ou même du protestantisme, qui est un retour à quelque chose de fondamentaliste, était augustinienne et ensuite janséniste, etc. Et c'est des gens qui justement montrent que l'homme est déterminé et n'est pas lui-même acteur de son propre salut. Toute la doctrine jésuite qui sera justement en connexion avec ce sujet révolutionnaire humaniste et libéral et bourgeois, etc., qui sera vraiment révolutionnaire et qui transformera la société. Tout le jésuitisme, ça a été justement de mettre l'acteur humain comme l'acteur de son propre salut. On le voit dans ce qu'on a cité dans les provinciales, justement. Avant même d'être un débat d'un sujet athée contre un sujet, comme tu dis, religieux, d'un sujet qui sort de la religion, ça a déjà été un sujet même de religion. Faire naître l'acteur individuel, l'individu comme libre de son propre salut. Voilà. Les jansénistes reprochaient aux jésuites ça. Comment ça se fait que vous donnez autant de pouvoir aux individus, aux hommes, alors que Dieu doit tout régir ? Et la pensée janséniste était ultra déterministe. Et la pensée luthérienne, tu sais comment répond Luther à la notion de libre arbitre jésuite ? Il écrit un livre qui s'appelle Le Serf arbitre. Et ça, c'est fondamental. Et la doctrine religieuse anti-humaniste, mais ça veut pas dire anti-humaine, qu'on peut considérer comme très fondamentaliste, tu vois, de manière chrétienne, est extrêmement déterministe. Elle ne laisse pas de place au libre arbitre. C'est une position extrêmement dure, extrêmement compliquée. C'est pour ça qu'elle a été un peu abattue. Et la doctrine islamique a, elle, longtemps porté, bien avant les débats entre les jésuites, l'augustinisme, le thomisme, etc., a croisé ça parce qu'elle avait elle-même porté la doctrine justement de la liberté individuelle contre aussi d'autres traditions plus salafistes, etc., mais par rapport au Dieu miséricordieux, c'est-à-dire un Dieu qui peut pardonner, qui peut juger, etc., mais donc qui laisse un espace à l'individu humain entre les deux. Et ça, cet humanisme-là qu'on trouve dans une tradition islamique byzantine, qui s'est constituée dans l'Orient post-empire romain, qui trouve une tradition antique, qui va citer Averroès ensuite, etc., aristotélicienne, et que l'humanisme européen, occidental redécouvre à partir du Quattrocento, etc., tout ça va se croiser et donner une puissance intellectuelle, rationaliste, individuelle aux sociétés modernes et aux sociétés bourgeoises. Voilà. Je fais du Mélenchon un peu là, je fais plein de citations. Je pourrais défoncer Prisca Thévenot en vrai. C'est sûr. Parmi les laïcs, on dira, le mot n'est pas adapté, disons ceux qui n'ont pas de foi religieuse, on dira que la conformité avec les principes de la morale que l'on s'assigne crée le bien et le mal. Donc sur ce plan, on a un terrain commun. Après, on passe à d'autres choses, c'est l'égalité et la similitude absolue des êtres humains entre eux. Et là commencent toutes sortes de discussions politiques sur les temps.
Moi j'adore parce que là il leur refait vraiment la base. L'homme acteur de l'histoire avec un espace de liberté. Alors utilise le terme libre arbitre, c'est pas un terme que j'utiliserai parce que le terme libre arbitre renvoie à une conception un peu bourgeoise, individualiste de la liberté et n'est pas la même chose que la liberté. Le libre arbitre renvoie souvent à la possibilité qu'on pourrait tout faire, quoi, indépendamment des conditions dans lesquelles on est. Alors que nous on pense qu'il y a des conditions qui créent des tendances et que la liberté au final est souvent plus une production collective, un choix collectif qu'un choix individuel. C'est la possibilité de changer les choses par son action, plus que la possibilité de pouvoir faire tout et n'importe quoi, tu vois. Je vous renvoie encore une fois, allez la voir, parce qu'on parle vraiment de liberté en profondeur dans la capsule sur Bégodeau. Juste, je finis un truc là-dessus, tu le dis bien, c'est important, Marx disait... le royaume de la liberté commence là où s'arrête le travail de la nécessité. Effectivement, dans le marxisme, il y a des nécessités, il y a des contraintes, il y a des conditions, mais l'action humaine, la primauté de la conscience du sujet, c'est justement de ne pas se limiter au réel, c'est d'être capable, à partir de ce réel, de construire un possible. Et la contradiction entre ce possible et ce réel est l'espace de la liberté, c'est-à-dire l'espace de la transformation, l'espace de l'action. Il y a toujours en vous la réalité et un possible à venir, demain, vers lequel vous voulez tendre, et c'est ça qui fait que vous agissez, c'est ça qui fait que vous transformez. Et c'est une expérience qu'on peut faire à l'échelle individuelle. Si vous voulez faire quelque chose et que vous êtes assis et que cette chose requiert que vous vous leviez, eh bien, entre ce que vous avez comme projection, comme possible en tête, comme volonté, eh bien, vous êtes obligé de vous lever et cette action, justement, est une tension entre l'état tel qu'il serait si vous restiez assis tout le temps et l'action qu'il faut pour rendre le possible réel. À partir du réel, il y a toujours un possible, et à partir du possible, il y a toujours un réel. Entendu des droits et des devoirs de chacun, le principal devoir étant de respecter le droit des autres. C'est la raison pour laquelle le mouvement insoumis, dans ses formations initiales, comme dans celles qu'il fait au fil de l'année, a toujours un compartiment antiraciste et laïque. Nous formons... C'est marrant parce que là, du coup, il va, à partir de l'égalité, lier l'antiracisme et la laïcité. Ce qui est assez intelligent aussi dans une commission sur l'islamisme, comme ça, parce que eux, ils vont presque opposer les deux. Ils vont dire l'antiracisme, à un certain moment donné, va contre la laïcité parce qu'il permet le développement par antiracisme, par exemple, de l'islam. Tu vois. Et lui, il te dit, nous, on est égalitaires, on considère qu'il n'y a pas de différence intrinsèque de dignité entre les individus, que les individus devraient pouvoir se développer chacun de manière égale. Et donc, on a besoin de laïcité, de laisser chacun faire un peu ce qu'il veut tant que ça n'empiète pas sur les autres. Et on a besoin aussi d'antiracisme pour empêcher justement des dynamiques de domination qui empiéteraient du coup sur les autres. Et donc il est en train de retourner un peu la chose en montrant que la laïcité n'est pas une valeur en tant que telle qu'il faudrait appliquer un peu en laïcard pour le coup, mais montrer que la laïcité en fait sert une vision du monde qui est une vision du monde égalitaire des choses, tu vois. Montrer que la laïcité est un outil de la République pour faire advenir l'égalité. Là où eux, ils vont l'inverser et dire la laïcité c'est important, c'est une valeur, moi j'aime beaucoup la laïcité, du coup faut interdire le voile. Ça, c'est un peu ça leur truc. Ils en oublient presque le but de la laïcité. La laïcité en tant que telle n'a aucun intérêt. Elle est l'outil d'une vision du monde qui est la vision du monde du progressisme égalitaire, on va dire. Quoi. Ouais, et libéral. Et de la liberté d'ailleurs. Ouais, et de la liberté, c'est ce que j'allais dire. La laïcité sont des lois de libération du culte, de libération de l'opinion, de libération de forces politiques. On l'a dit dans la première partie, mais les lois de laïcité sont des lois de séparation politique entre deux ordres politiques. L'ordre politique de l'État national français et du Vatican et de son clergé. L'anticléricalisme, c'est l'anti-clergé, le fait que des gens soumis à un autre ordre que l'ordre souverain, populaire ou national puissent avoir des interventions dans le destin national, notamment dans les écoles. Donc ce sont des lois de libération. Et c'est pour ça qu'elles ont toujours été portées par les révolutionnaires. Il faut comprendre que les premières pensées laïques interviennent au XVIIIe siècle et sont très centrales dans la Révolution française. Robespierre lui-même essaiera de penser une forme de sortie de l'emprise ecclésiastique. Vous savez, vous connaissez le calendrier révolutionnaire, la fête de l'être suprême, etc. Ça ne date pas de la fin du XIXe. Là où on voit une séparation au XIXe siècle, c'est qu'on voit l'ascendance de la bourgeoisie sur la société. Et il faut être reconnaissant à Jaurès d'avoir su faire en sorte de penser jusqu'au bout, lui en tant que socialiste républicain pour la République sociale, etc., d'avoir pensé ça comme des lois d'égalité et de libération, et donc profondément antiraciste. On a fait l'anecdote, mais si vous avez vu la première question, vous avez entendu, je le redis, à quel point ces lois étaient antiracistes. L'espace raciste de l'époque, c'était les colonies, et dans les colonies, on considérait qu'il ne fallait pas la laïcité, justement parce que les races inférieures colonisées préalablement par des Jules Ferry,
laïcards, c'est ça qui est intéressant, ne pouvaient pas bénéficier de la laïcité parce que eux, ce sont des races inférieures et qu'il fallait les mater grâce à la religion et au système de concordat, la main dans la main entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, le sabre et le goupillon. Et donc, Jaurès a poussé ça justement contre une autre vision bourgeoise qui faisait justement non plus des lois laïques, des lois de liberté, des lois d'égalité, des lois de tolérance. Je rappelle que la France est un pays où les guerres de religion sont fondamentales. Je pense que c'est un des pays, la France, où la mémoire de la guerre civile est fondamentale. C'est un pays qui a connu énormément de guerres civiles, et notamment pour des logiques religieuses au XVe siècle. Donc ces lois de tolérance, de liberté, Jaurès les a mis en avant là où justement elles étaient déjà dévoyées à l'époque par des bourgeois qui voulaient en faire des lois de restriction, de violence. Non pas simplement de séparation du clergé, mais d'empêchement du culte catholique, de bouffeurs de curés, comme on appelait ça. Et d'ailleurs, je crois que Mélenchon, il le rappelle. Il parle de la liberté de culte. La laïcité, c'est la liberté de culte. C'est pas l'interdiction du culte. Tu vois. Voilà. Et à l'époque, il y avait effectivement toute une bourgeoisie qui sombrait de plus en plus dans la réaction, avait sombré dans les lois scélérates, avait sombré dans la colonisation, avait sombré dans l'empêchement des syndicats, avait tiré sur la foule parce que le mouvement ouvrier au début de 1900 est très important. On a des attentats anarchistes, etc. Et on a une répression féroce de l'époque. Et on avait toute une bourgeoisie qui pensait justement pouvoir, en jouant les athéistes forcenés, en jouant l'anti-religion, encore apparaître comme progressiste alors qu'elle avait renié toutes les logiques sociales de l'époque, etc. Et il a fallu un Jaurès, et je vais être honnête, Mélenchon fait la même chose aujourd'hui. C'est notre Jaurès de l'époque, avec nous, en tant que marxistes, rabougris, comme il dirait, peut-être trop de rapport justement à un socialisme scientifique, voilà, mais cet humanisme-là, il fait la même chose. On a aujourd'hui une bourgeoisie qui veut masquer ses renoncements sociaux, ses renoncements à la transformation sociale, à l'égalité concrète des fortunes, etc., à la redistribution et à sa réaction, en jouant les anti-religieux. C'était la même chose en 1905. On avait des Émile Combes et des gens bien purs que ça. À l'époque, la bourgeoisie commence à se séparer de l'Église. Les lois contre l'Église sont les premières lois scolaires des années 1880 de Jules Ferry. Jules Ferry est un anticlérical forcené. C'est aussi le maître de la colonisation. Voilà, donc faire croire qu'on serait fondamentalement progressiste quand on aurait été pour les lois laïques, etc. Et on a un retournement là où, au milieu du 19e siècle, on fichait les gens qui n'allaient pas à l'église. On a ce qu'on appelle l'affaire des fiches. L'affaire des fiches, c'est quand la bourgeoisie laïque prend le pouvoir à la Troisième République et sous la fin, commence à ficher les gens qui vont à l'église, tu vois. Et donc, on voit une bourgeoisie... C'est le POI de l'époque, un peu. Voilà, exactement. On voit une bourgeoisie qui se débarrasse du clergé, qu'on n'a plus envie, et qui utilise ça, cette anti-religion, cette anti-église, pour réapparaître comme progressiste face à un mouvement social qu'elle veut tuer. Et bien, à l'époque, on a un Jaurès qui dit non, il faut que ce soit non pas une loi d'empêchement, mais une loi de concorde, c'est ce qu'on appelle ça aujourd'hui, une loi de liberté, une loi d'égalité, une loi profondément antiraciste, qui n'ira justement pas dans les colonies. Et donc, le plus fidèle à ça, à 1905, à l'histoire de la tolérance française, Mélenchon est vraiment le fils de Jaurès quand il fait ces moments-là devant la commission et quand il se retrouve face à les mêmes imbéciles qui fichent nos compatriotes musulmans, qui les empêchent de pratiquer leur religion, qui les violentent, qui regardent les enfants, qui les découvrent de force. On est face à la même bourgeoisie qui attaquait un petit prolétariat religieux, qui lui allait encore à l'église, qui avait encore la foi, etc. pour se donner des apparences progressistes. Et ben, Mélenchon affronte les mêmes ennemis que Jaurès, les faux laïcards, les athéistes forcenés, les conservateurs qui veulent se donner des apparences progressistes en tapant sur les religieux, et aujourd'hui c'est sur nos camarades musulmans, et force à lui parce qu'il continue cette grandeur. Puis il donne l'impression de taper sur les religieux quand c'est facile, tu sais. Ils sont pas au 18e siècle et tout, tu sais, ils le font au moment où ça apparaît. Aujourd'hui, taper sur les musulmans, c'est hyper facile, tu vois, genre, en passant pour un laïcard. Tu sais, la première fois c'était une tragédie, la deuxième fois c'est une farce. Parce qu'en plus, j'ai envie de dire, autant déjà, moi, j'ai aucun respect pour les bourgeois laïcards ultra riches de l'époque de 1905 qui faisaient tirer sur la foule et se donnaient des apparences progressistes en tapant sur le clergé. Mais à l'époque, le clergé, c'était vraiment une force politique. Mais genre, l'islam n'a jamais eu de force politique dans ce pays. Donc aujourd'hui, les descendants de ces gens-là sont en plus clownesques parce que la commission l'a rappelé, il n'y a absolument rien. Il rappelle un chiffre de la commission, il y a 8 mosquées sur 2600 ont un lien avec les frères musulmans dans ce pays. 8 sur 2600. C'est vraiment... Et pour ceux qui connaissent, les frères musulmans sont minoritaires dans tous les pays du monde musulman, comme le dit Mélenchon, à part aujourd'hui au Qatar, etc. Et encore, il y a des rapports de force. Donc vraiment, c'est ridicule. Et sur les frères musulmans et la paranoïa autour des frères musulmans, j'avais fait un épisode, j'avais eu le nez fin sur Françoise Berger-Blécler il y a 2 ans, parce que je l'ai fait avant tout le monde. Elle avait sorti son livre, je l'ai lu avant que les gens le lisent, et j'ai fait le debunk avant que les gens s'intéressent à elle. Allez le voir, parce que justement, je montre comment la meuf n'a pas de rigueur scientifique. Elle prend tout un tas de trucs, un peu de partout, pour nous expliquer qu'en gros, bon, ce gars-là,
il a pas un discours intégriste, mais c'est parce qu'en fait, il peut pas l'avoir en public parce qu'il est sous taquilla et qu'en fait, c'est un frère musulman. Quand t'as ce truc-là, en fait, n'importe quel arabe, tu peux dire c'est un frère musulman. Si quand il tient des propos islamistes, c'est un islamiste, mais quand il n'en tient pas, c'est parce qu'il se retient d'en tenir et qu'en fait, c'est quand même un islamisme. Du coup, tu gagnes tout le temps, tu vois. C'est assez intéressant, c'est du complotisme bourgeois, cette paranoïa là avec les frères musulmans. On va continuer. Là, il va nous dire en gros que ils ont pour former leur cadre à la Boétie des cours sur la laïcité, et puis ils en ont un autre sur l'antiracisme. Il cite Benoît Schuttenberger, qui est un vieux camarade à lui, qui était son garde du corps à une époque, et qui est président de la Libre Pensée aujourd'hui, et qui fait les formations. Alors, vraiment, la Libre Pensée, c'est vraiment des gens qui sont fidèles à 1905. Ouais, et donc du coup, je vais juste passer ça parce que il va nous parler un peu de l'enjeu de la conscience, et nous, c'est un thème qu'on trouve central justement dans la lutte politique. Promotion de cadres de notre organisation sont confrontés à cette double formation. Celle qui va sur le racisme prend donc en compte absolument toutes les formes de racisme, l'antisémitisme, la négrophobie, que sais-je encore, tout ce qui est répandu par l'ennemi pour, je vous parle avec mon vocabulaire là, diviser le peuple. Car pour... Moi, ça me fume déjà parce que je suis pas sûr que Ensemble, Cohéren, ils ont des formations sur la négrophobie et sur l'antisémitisme, tu vois. Donc déjà, il les met un petit peu dans les cordes. Et lui, voilà, il montre en fait quelque chose d'intéressant. Il dit, voilà, le racisme, toutes les formes de racisme, c'est des choses qui ont tendance à diviser le peuple. Nous, on en parle souvent de l'enjeu, justement. Si on veut pouvoir faire l'alliance du salariat généralisé, donc ce qu'on appelle le salariat généralisé, qui correspond en fait à 90% de la population, on peut pas le faire avec des conflits raciaux, des conflits de genre à l'intérieur. Et ça veut pas dire nier ces conflits. Tout un tas de rouge-brun qui vont te dire du coup ces conflits empêchent de faire l'alliance. Non, c'est justement parce que ces conflits-là sont là qu'il faut les traiter et qu'il faut faire de l'antiracisme sérieux en priorité, parce que tant qu'il y aura du racisme, ce sera quasiment impossible en fait de faire une alliance de classe. L'antiracisme est un enjeu réellement important et même central pour n'importe quel marxiste bien compris, tu vois. Et exactement pareil pour les dynamiques de genre. Tant que vous avez dans des partis, et ça vaut pour quasiment tous les partis malheureusement, mais vous prenez, moi je connais bien les violences sexistes et sexuelles au sein du MJCF, tu vois. Tant que dès que t'es une meuf communiste, que tu veux militer dans un appareil, que t'arrives et qu'en fait il y a des violences sexistes, il y a des viols, il y a du grooming, il y a je sais pas trop quoi et tout, comment est-ce que vous voulez faire pour que ces militantes-là se sentent bien, prennent des postes à responsabilité, donnent leur vision du monde à elles, qui sont des visions du monde qui, je pense, sont les plus progressistes sur ces enjeux-là, sur les enjeux de violence sexiste et sexuelle notamment, et pas que, aussi, quand on est une fille, on n'est pas censé être résolu à ne parler que de violence sexiste et sexuelle, on devrait pouvoir parler de communistes tranquille, mais le problème c'est que tant qu'on est dans des partis où ça se passe comme ça, c'est compliqué, mais tant que vous avez ces dynamiques-là de violence, on n'arrive pas à avoir des partis communistes avec autant de femmes que d'hommes, avec autant de représentation raciale comme ça devrait être dans notre classe, tu vois. Non, en fait, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui est central et qu'il ne faut pas nier. Il y a deux problématiques. Il y a ceux qui les nient et ceux qui les surjouent, qui te disent comme il y a des différences raciales, il faudrait presque avoir uniquement des mouvements d'autonomie. Les mouvements d'autonomie, c'est important, mais tu peux pas prendre le pouvoir en France dans une société qui est, je sais pas, 60 ou 70%, enfin, j'en sais rien, je sais pas combien c'est, blanche, avec une diversité raciale, avec un mouvement, je sais pas, d'autonomie juive ou noire ou arabe ou je ne sais quoi. C'est impossible. La meilleure position possible, je pense, c'est celle de Saïd Bouamama, tu vois, qui te dit en fait, il faut les deux. Il faut à la fois des mouvements d'autonomie, parce que sans mouvement d'autonomie, tu peux pas mettre la pression sur les mouvements un peu généralistes, on va dire, sur les mouvements communistes. Donc c'est pour ça que Saïd Bouamama, il dit moi je suis dans le Front uni des immigrations et des quartiers populaires, tu vois. C'est-à-dire que tu as un mouvement autonomiste en quelque sorte de gens qui sont issus de l'immigration postcoloniale, des gens qui sont sans papier, qui n'ont pas assez de voix malheureusement dans les partis communistes. Et à la fois, il est dans un parti communiste, ou il est dans l'Union pour la reconstruction communiste, parce que il considère que tu peux pas avoir une action politique totale et une action politique de prise de pouvoir avec uniquement une sorte de parti qui regrouperait que des immigrés et des descendants d'immigrés dans une société comme la France, tu vois. Et je pense que c'est vraiment la bonne position. Pas le refus de l'autonomie, mais pas se cantonner à l'autonomie, tu vois. Mais avoir une sorte de double casquette où à la fois de l'extérieur tu mets la pression et à la fois tu profites d'un mouvement de masse, quoi. Ah oui, je suis complètement d'accord. L'autonomie, c'est toujours un point de départ. L'idée, c'est le risque de ne pas voir la hiérarchie, les matérialités concrètes que sont la race, le genre, quelle forme de pratique les individus mettent en place, de stratégies individuelles pour pouvoir les reproduire. Et on parle de race, c'est pareil pour des mouvements féministes. Sauf que, paradoxalement, c'est ça le truc, c'est que les femmes ne sont pas une minorité. On les appelle souvent les minorités. Oui, mais tu pourrais pas avoir un mouvement féministe qui prend le pouvoir. C'est pas, oui. C'est vraiment la différence avec le prolétariat. C'est qu'en fait, le prolétariat, il n'y a pas besoin de transformer son ennemi pour pouvoir prendre la société, puisque de fait, le prolétariat est
bien supérieur en nombre à la bourgeoisie. Il porte lui-même un monde. Les matérialités de race ou de genre, notamment, c'est pas la même chose quand vous êtes dans des pays colonisés qu'à l'intérieur des pays. Ah bah oui, quand t'es 90% à être Tu colonisé, vois là tu peux virer ton ennemi complètement et avoir Exactement. un mouvement basé sur être juste l'anti- anticolonial. Voilà, l'anticolonialisme, le nationalisme du Sud est aussi une forme d'antiracisme, souvent parce que c'est souvent une minorité de race qui impose sur la majorité. Mais ici, en fait, le point de départ doit toujours être un moyen de rappeler quelles sont les matérialités. C'est-à-dire pouvoir se construire sans les subir. Et ensuite, les attaquer. On en a souvent parlé avec Zoé sur justement la même chose, rappeler ce que sont les attitudes des hommes et la façon dont on va les contrer individuellement, collectivement, etc., les empêcher, c'est du combat, les renormaliser, les transformer pour ne plus qu'elles apparaissent. Donc la position d'autonomie est une position matérialiste de point de départ, fondamentale. Sinon, on va considérer que la race et le genre ne sont que des idéologies, toi qui aurais juste besoin d'éducation et puis ça va disparaître. Oui, bah Non. voilà, qui aurait besoin juste de 2-3 cours dessus, et puis Voilà, ça pourrait être des blancs qui disent la race, ça pourrait être des blancs qui disent le C'est genre, ça. c'est juste de la représentation. Ce qu'a fait le PS un peu dans les années 80. Exactement, tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que non, mais c'est les trotskistes, je vais leur mettre une balle, mais eux ils pensent ça, hein. Pour eux c'est de l'idéologie pure, il faut juste se former et non. Alors, je vais faire, parce que là t'es trop anti-trotskiste, je suis désolé, mais l'histoire du mouvement marxiste-léniniste n'a pas été glorieux non plus, tu vois. Oui, Il y a oui, des je suis camarades qui ont été glorieux, mais je veux dire, le PCF est pas non plus incroyable, tu Je vois. suis d'accord. Et donc, Il est peut-être même pire que les trotskistes sur c'est certains sûr. points. C'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce rapport-là de la primauté de la classe, qui serait le seul sujet collectif. Non, il y a des matérialités concrètes qui créent des sujets collectifs. Et donc, l'autonomie, c'est d'abord se repenser comme ce sujet-là, à l'intérieur d'un sujet plus grand, à construire. Et l'autonomie, elle n'a qu'un sens, c'est d'être un point de départ pour son abolition. Et en cela, ça rejoint le fondement même de ce qu'est l'esprit révolutionnaire. Les sujets profondément révolutionnaires se battent pour l'abolition d'un ordre et l'auto-abolition d'eux-mêmes en tant que sujet assujetti. Tu vois, la bourgeoisie se bat pour rester bourgeoise, mais aussi pour disparaître en tant que tiers-État. Le prolétariat veut le communisme, non pas pour la dictature du prolétariat permanente, mais pour demain l'abolition du prolétariat lui-même et l'abolition de la bourgeoisie. C'est une forme d'auto-abolition. Et là, ça doit être la même chose. Et donc, la race, le genre sont des matérialités concrètes qui empêchent de faire sujet collectif, et donc elles doivent être pensées comme les premières matérialités, pratiques, méthodes, hiérarchies à abattre pour pouvoir penser l'essor même du sujet collectif révolutionnaire en devenir, qui est le sujet total, salariat généralisé comme nous on l'abat. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les premières à abattre, mais on peut pas vraiment les abattre sans abattre le capitalisme. Si tu renverses le capitalisme, ça permet pas de renverser toutes les désubélissations de genre et toutes les dominations de race, même si je pense que déjà ça permet d'en renverser, évidemment, parce que si tu n'as plus de nécessité à surexploiter des gens, bah de fait, tu es moins raciste, tu vois. Mais ça ne suffit pas. Autant, je pense pas qu'on puisse imaginer d'abolition des dominations de genre et d'abolition des dominations de race sans renverser le capitalisme. C'est-à-dire continuer le capitalisme sans racisme, tu vois. C'est impossible. Parce qu'en fait, on l'a vu dans notre capsule sur Mulch, c'est un système qui crée de la pénurie, de l'opulence pour certains et du manque pour d'autres. Donc, à partir du moment où il y aura toujours de la pénurie, il y aura toujours besoin de justifier que certains ont et que certains n'ont pas. Et les hiérarchies dissymétriques et les matérialités hiérarchiques entre les individus, le genre, la race, ça sert à ça. Ce sont des hiérarchies matérielles d'ordre pénurique. Quand il y en a pour tout le monde, j'ai cité Benoît Coquart à la suite de cette commission. Il dit une phrase que je trouve merveilleuse, il dit: quand il n'y en a pas pour tout le monde, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Et c'est exactement ça, la pénurie. Et quand il n'y en a pas pour tout le monde, eh ben on va préférer les siens. L'humanisme, l'humanité, l'abstraction des individus, tout ça ne peut pas exister justement parce qu'il va falloir choisir. Le capitalisme nous oblige à choisir. Et effectivement, comme tu dis, l'abolition de la matérialité de sa compréhension nous permet de faire sujet politique. Parce que sans sujet politique révolutionnaire contre le capitalisme, il n'y a pas moyen d'abattre le capitalisme. Donc ce sont les matérialités premières. Mais une fois que ce sujet est constitué, il nous restera encore à renverser le mode capitaliste, c'est-à-dire pour enfin avoir le mode de production qui ne va pas faire en sorte que des gens puissent dire entre des gens qui me considèrent comme camarade et pas comme simplement une femme, pas comme simplement un noir, pas comme simplement un arabe, et le fait de bien vivre et d'avoir une maison et le moyen de payer des vacances à mes enfants, je suis obligé de choisir entre les deux. Non, en fait, il va falloir les deux, comme tu dis, d'abord faire sujet, le sujet révolutionnaire prolétarien, donc abattre les matérialités premières de la race, du genre, etc., dans nos pratiques collectives de classe, voilà, ou de sujets révolutionnaires anticapitalistes, Et ensuite, dans nos organisations. Et dans nos organisations, et ensuite abattre le capitalisme. Pour nous, l'acteur de l'histoire est le peuple, nous l'avons décrit d'une manière matérialiste, et nous pensons que... Voilà, nous on pense que c'est le salariat généralisé. Mais
Et encore une fois, on est très proche en réalité dans la vision du monde, même si on pense pas exactement à l'analyse matérialiste pareil. Mais c'est des analyses qui sont voisines, on va dire. Puis en plus, des fois, le peuple, pour lui, ça recoupe le salaire généralisé, des fois non, il aussi un peu. Bah, en fait, il a une intuition intéressante, Mélenchon, c'est que le peuple est le sujet révolutionnaire de la grande révolution française. Après, il se divise en classes et c'est pour ça que c'est un mot qui disparaît un peu. Mais effectivement, la tendance socialisatrice du capitalisme fait que justement le salariat généralise et en fait, du coup, ça redevient un peu le peuple. Là où Mélenchon manque un petit peu, je pense, de matérialisme et là de marxisme pour le coup, c'est qu'il va y insérer, et là où nous on fait la différence, des classes sociales avec des rapports sociaux fondamentaux, même minoritaires, qui sont vraiment contre et antinomiques, notamment la petite bourgeoisie possédante, etc. C'est-à-dire le fait de penser la propriété du travail et la fabrication de plus-value par le travail. Et je ne parle pas par le travail, pas simplement la rente, etc. Et là, on va avoir des sujets fondamentaux. Nous, ce que lui va regrouper, par exemple, entre le salariat et un petit patron, il va mettre ça dans le peuple. Nous, on va dire non, cette antinomie, elle n'est pas possible. Des fois, il y a des nécessités de le résoudre. Imaginons la petite bourgeoisie serait 40% de la société, le salariat 40% de la société, et le reste serait la grande bourgeoisie à abattre. Tu vois. Bah, on serait obligé de faire alliance. Et on serait obligé de faire ce que Lénine a fait avec les paysans. C'est-à-dire de dire, mais comment on va faire en sorte de trouver un programme politique qui permette de unir... Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, la petite bourgeoisie ne représente que 8-9% de la population. Et c'est une autre réalité d'appropriation du monde qu'il y a besoin pour mobiliser et faire corps du salariat généralisé. Et c'est là où nous, on va penser, par exemple, la propriété immobilière. C'est 8-9%, et elle est au cœur du projet fasciste en plus. Enfin, exactement. Ça n'a rien à voir avec la paysannerie surdominée de Russie pré-soviétique. Et ça nous donne des débats fondamentaux parce que là où justement vouloir mettre la petite bourgeoisie absolument dans ce peuple, bah, ça oblige à avoir des programmes orientés, comme fait Lénine avec les paysans. Quand il parle de la distribution des terres aux paysans, il se fait tomber dessus par tous les marxistes de l'époque. Luxembourg le défonce, tout le monde lui dit mais qu'est-ce que c'est que cette idée de distribution des terres aux paysans? C'est contre le programme de nationalisation et de socialisation. Mais Lénine, qui les écrase intellectuellement et stratégiquement, dit mais en fait, vous comprenez pas que c'est leur maximum de conscience possible. Si je leur dis nationalisation, jamais ils ne pourront rejoindre la lutte prolétarienne. C'est quelque chose qui est inaccessible pour eux. Et bien là, Mélenchon est obligé, pour aller chercher la petite bourgeoisie, de penser vous allez avoir moins de charges, je sais pas quoi, etc. Et donc, le carnet de commandes, blablabla. Voilà, et donc il amenuise le programme alors qu'on s'en fout complètement. Et nous, on va penser justement, effectivement... Et qui votent déjà pas pour lui. Je veux dire, les petits bourgeois ne votent pas pour lui. Tu vois. Voilà. C'est pas du tout son cœur de métier. Et s'il en gagnait un petit peu, ça changerait rien. Tu vois. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de dire qu'il y a un autre rapport de transformation du salariat généralisé qui est la propriété immobilière. Nous, en tant que Lénine, nos paysans, c'est pas les petits bourgeois qu'on doit rallier, c'est les 60% du salariat généralisé qui sont propriétaires et qui ont un emprunt que beaucoup de gens à gauche considèrent comme un rapport bourgeois. Nous, on va dire ça, c'est pas un rapport bourgeois et on va distribuer la propriété immobilière des logements principaux. Voilà. On a des formes de stratégie léniniste. Moi, je pense qu'il va vers une stratégie léniniste sclérosée et il donne beaucoup trop d'importance à un sujet collectif minoritaire à l'échelle de l'histoire et à l'échelle de l'analyse concrète de la société. Et qui va disparaître, tu vois. Alors que la propriété individuelle du logement peut pas forcément amener à disparaître, tu vois. Le logement, si tu veux ton logement principal, demain tu pourrais le louer, tu vois. Tu pourrais aller autre part et le louer, tu vois. Ça, c'est une problématique, tu vois. Et je pense que ce sera quelque chose qui devra être changé. Par contre, le fait que les gens puissent avoir un logement et savoir que dans 5 ans, ils auront toujours ce logement et que ce logement, ils peuvent en user, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose auquel tout le monde n'a pas accès et ceux qui y ont accès ont peur de le perdre, tu vois. Et ils ont accès aussi à un coût de crédit qui est assez élevé. Clairement, on a fait une digression sur les stratégies, etc. Mais il essaye de penser le sujet révolutionnaire. Et là, pour le coup, il se place vraiment dans l'espace révolutionnaire de la Révolution française, en parlant de peuple, quoi. Le peuple, nous l'avons décrit d'une manière matérialiste, et nous pensons que notre adversaire, l'oligarchie, est incapable de dominer la société si elle ne divise pas le peuple. D'où la vigilance spéciale à ne pas accepter d'être divisé par le racisme et la vigilance sur la laïcité. Et donc, nous passons... Il rappelle ce qu'on a dit, mais vous allez voir. Il va dire un truc qu'on dit depuis 1 an, 1 an et demi, 2 ans, je sais pas depuis combien de temps on le dit, mais depuis très très longtemps, qui est notre thématique favorite. On le disait sûrement avant de se connaître. Je pense, ouais. Il le disait avant nous, je pense aussi. C'est sûr. Et il est plus vieux aussi. Notre temps à expliquer ça. Mais nous le faisons avec assez, comment dire... Nous sommes des militants politiques, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, vous êtes vous aussi un militant politique, vous êtes un député, vous savez que l'enjeu de la vie politique, c'est la conscience. Vous savez que l'enjeu de la vie politique, c'est la conscience.
Voilà, je veux dire, le débat est terminé. Mais oui, mais bien sûr, c'est le sujet fondamental que les gens qui parlent d'affect H24 évitent. Prenez un truc simple, hein. Il va en prendre une, mais de toute façon on a l'habitude. Mais l'ordon, c'est un mot qu'il ne cite jamais. C'est un concept qu'il ne cite jamais. Alors là, on va revenir à ce qu'on disait sur la première capsule. À quoi servent les concepts? Ce sont des outils. Quand vous ne vous servez pas du mot conscience, vous ne faites pas de politique. Moi, je le dis clairement, vous ne faites pas de politique. Vous avez beau faire des conférences, vous avez beau être là, faire des cagnottes pour Révolution Permanente, vous avez beau vous retrouver à la maison du travail à dire le capitalisme, voilà. Tout ça, c'est du baratin. Tant que le concept de conscience vous est étranger, que vous n'y comprenez rien, qu'il ne vous semble inintéressant pour décrire l'analyse concrète de la situation concrète, vous ne serez jamais un militant politique. Voilà. Et c'est la même chose si vous parlez des affects 100% du temps et jamais de conscience. C'est la même chose si vous parlez de rationalité, de réel, de détermination, de loi. Voilà. C'est la même chose dans tous les cas. Vous évitez deux fondamentaux de ce qu'est la vision politique. C'est le sujet qui agit, quel sujet collectif agit, quelle est sa conscience et sa vision du monde. Voilà, ce sont les deux dynamiques de l'histoire et de la transformation de l'humanité. Si vous omettez ces deux-là, alors vous vous placez toujours dans ce qu'on appelle, nous, une position positiviste, d'extériorité, de dire descriptive, contemplative, comme dirait Marx dans la première thèse sur Feuerbach. Vous ne passez votre temps qu'à ne rien dire ou alors essayer de dire des choses qui ne vous concernent pas. Moi, je vais reciter la phrase de la Sainte Famille sur l'histoire ne fait rien. Je le cite en entier, le passage, parce qu'il est assez intéressant. C'est dans la Sainte Famille, un texte assez important, sous-cité, sous-lu, par rapport, par exemple, l'idéologie allemande, pas très loin en termes de date, et Marx nous dit « Une fois l'homme reconnu comme l'essence ». Donc je pense que tu as en tête effectivement la thèse sur Feuerbach, la 6e. Comme la base de toute activité humaine et de toutes les situations humaines, la critique seule peut encore inventer de nouvelles catégories et remétamorphoser, comme elle le fait précisément, l'homme en une catégorie et en principe de toute une série de catégories. Donc vous voyez, ça c'est la façon dont les structuralistes vont penser l'homme, c'est-à-dire comme une séparation de un peu de race, un peu de... Voilà, mais jamais comme une totalité, ce que tu disais bien tout à l'heure. Recourant ainsi à la seule échappatoire qui reste encore à l'inhumanité théologique, traquée et pourchassée. L'histoire ne fait rien, elle ne possède pas de richesse énorme, elle ne livre pas de combat. Donc là, il montre bien, voilà, c'est pas l'histoire qui possède, c'est pas l'histoire qui est une classe, c'est pas l'histoire qui livre des combats qui luttent, c'est au contraire l'homme réel et vivant qui fait tout cela, possède tout cela et livre tous ses combats. Ce n'est pas, soyez-en certains, l'histoire qui se sert de l'homme comme moyen pour réaliser, comme si elle était une personne à part, ses fins à elle. Elle n'est que l'activité de l'homme qui poursuit ses fins à lui. Si la critique absolue a donc encore l'audace, donc ça c'est structuraliste, ceux qui disent bah voilà, l'homme n'existe pas, voilà, et que Althusser déteste, etc. Après les démonstrations géniales de Feuerbach de nous resservir toutes ces vieilleries sous une nouvelle forme. Donc lui, il pense justement ce déterminisme-là. C'est des vieilleries sous une nouvelle forme. Et là, il s'attaque à Spinoza, etc. Et cela au moment où elle les traite de fatras juste bons pour la masse. Ce seul fait suffit à mettre au jour le mystère de la critique. Voilà, il se moque des critiques absolues. Voilà. C'est au contraire l'homme réel et vivant qui fait tout cela, possède tout cela et livre tous ses combats, donc lutte. Ce n'est pas, soyez-en certains, l'histoire qui se sert de l'homme comme moyen pour réaliser comme si elle était une personne à part. Donc là, en plus, on a presque, tu vois, le fétichisme de la marchandise qui commence, voilà, la réification. Ses fins à elle, elle n'est que l'activité de l'homme et poursuit ses fins à lui. Donc je pense que là, tout est dit par Marx, quoi. On peut même s'arrêter là sur le parallèle Marx-Mélenchon. Donc, activité, liberté, égalité, conscience, tout ça au centre de la pensée insoumise, de la pensée marxiste aussi, avec aussi la question du racisme et des discriminations de genre, et des dominations de genre même, comme centrale pour pouvoir prendre le pouvoir et pour pouvoir faire corps. Alors, lui dans le peuple, nous dans le salariat généralisé. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez clair et que c'est bien qu'il ait pu dire ça sur des chaînes de grande écoute en direct à des millions de personnes, quoi. Et c'est intéressant parce que, juste fini là-dessus, je pense que Mélenchon a aussi capté l'estime de beaucoup de gens, beaucoup plus au centre ou à droite, parce qu'il a rappelé ce temps long
de ce qu'était une histoire révolutionnaire et conflictuelle française, qui n'est pas simplement l'histoire que de la gauche ou de l'extrême gauche anticapitaliste pour l'AFI par exemple, ou communiste pour nous, qui est aussi une histoire pour cette liberté de conscience, qui est au cœur, je te dis, de l'humanisme du XVIIe, qui est au cœur de la Révolution française, qui est au cœur même de la tolérance religieuse du XVIe, de Henri IV, etc. Il cite à un moment Nogaret, Philippe Quatlebel, parce qu'il a cette culture, voilà, ce qu'on appelle Ananie. Ananie était une ville, et Nogaret, l'envoyé de Philippe Quatlebel, descend à Ananie, rencontre le pape et lui met une claque dans la tête, tu vois, et donc c'est connu comme une espèce de mythologie française de la séparation même du pouvoir ecclésiastique, comme le rappelle Mélenchon. C'est quelque chose, justement, c'est une lutte très importante. La France est le pays, c'est un très vieux pays, mais qui a eu le plus de rois excommuniés. Ça a toujours été une lutte entre le pouvoir de l'Église et le pouvoir temporel français, et ça, on peut remonter au XIVe siècle avec Philippe Quatlebel. Donc toute cette histoire-là est profonde, et il arrive à la mobiliser. Et là, du coup, c'est ça qui est important, et c'est comme ça qu'il va gagner. Et là, il parle non plus simplement une conscience de gauche, il parle à une conscience, un peuple français orienté vers le progrès humain et l'humanisme et la liberté individuelle, la tolérance, etc. Et ça capte même des gens qui ne sont pas de la France insoumise, même des gens qui ne sont pas communistes. Et c'est comme ça qu'il sera président en 2027. Ah bah oui. La grande histoire même de la gauche en France, même communiste, c'est de s'inscrire dans les pas de la grande révolution française. Tu vois. C'est-à-dire dans les pas de quelque chose qui est extrêmement radical et pourtant parle pas à tout le monde en France, mais à toute personne progressiste en France. Tu vois. Bon, sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous aider sur le Tipeee, c'est en description, à vous abonner à cette chaîne, aux chaînes personnelles, à la chaîne ONVP, à aussi nos Insta, nos TikTok, nos Twitter, tout ça est en description. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens! C'est la